Tantôt abondante et généreuse, tantôt rare et oubliée, l'eau façonne les paysages d'Afrique. Les animaux sont en quête permanente de cette source de vie. Elle leur permet de s'abreuver, mais aussi de se nourrir, de nettoyer les aliments, de jouer, de se rafraîchir et même de faire des rencontres. Au sud du continent, l'Afrique australe déploie des écosystèmes très variés. Depuis les zones inondées du delta de l'Okavango, de la savane sèche d'Etosha jusqu'au désert de Namib, la vie sauvage s'est développée au fil de l'eau. De fines gouttelettes en cataractes rugissantes, le fleuve Zambèze s'offre en spectacle aux chutes Victoria. Chaque seconde, 9000 mètres cubes d'eau chutent d'une hauteur de 100 mètres sur une largeur de 1700 mètres, marquant ainsi la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Des courants d'air s'engouffrent dans la faille rocheuse et font voler des trombes d'eau qui retombent en brouillard dense sur les bords du fleuve. Vu de loin, ce sont les entrailles de la terre qui semblent fumer. Cette pluie continuelle a permis le développement d'une étroite bande de forêt tropicale. En remontant le fleuve vers l'ouest, depuis la confluence avec la rivière Chobé, on traverse un paysage de savane humide. Celle-ci abrite une riche faune sauvage qui descend s'abreuver sur la rive en fin d'après-midi. C'est ici que les éléphants de savane trouvent les 100 litres d'eau dont ils ont besoin quotidiennement. L'anatomie de leur trompe ne leur permettant pas d'aspirer de liquide jusqu'à l'estomac, les éléphants s'en servent comme d'une seringue. Le débit généreux de la rivière a permis le maintien de larges troupeaux qui constituent la plus grande densité d'éléphants de toute l'Afrique. Malgré un poids qui peut atteindre 6 tonnes pour les mâles, les pachydermes nagent parfaitement bien. Cela leur donne accès à des îlots préservés où la nourriture est abondante. L'eau du fleuve isole leur garde-manger, mais elle leur permet également de nettoyer les aliments. Ils se débarrassent ainsi des mottes de terre accrochées aux racines des roseaux. Juste retour des choses, leur appétit féroce empêche l'envasement de la rivière. C'est toujours groupé qu'ils entament le trajet du retour. Les plus jeunes nagent juste derrière les adultes, afin de s'appuyer sur leur dos en cas de besoin. Lorsque l'on dispose d'un tuba naturel, la plongée n'est qu'une partie de plaisir. Récolter 150 kg de végétaux par jour
nécessite de consacrer 15 heures à cette activité. Donc, une fois la terre ferme regagnée, le repas continue. Les 100 000 muscles de leur trompe préhensible sont mis à contribution pour cueillir, secouer, empoigner, arracher et même éplucher les aliments. Les buffles, quant à eux, se contentent de brouter les herbes qui poussent dans la terre humide aux abords de la rivière. Ils se nourrissent principalement en fin de journée et la nuit. La grande aigrette arpente les plaines inondées pour débusquer petits poissons et crustacés. Mais les eaux du fleuve abritent bien d'autres espèces. Le soir, tous les regards se tournent vers l'ouest. Au loin, le soleil va bientôt plonger dans les marais du delta de l'Okavango. Récemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'une des plus grandes zones humides du monde s'étend sur 15 000 km². Au début de la saison sèche, les pluies tombées quelques semaines plus tôt en Angola gonflent le fleuve Okavango et se frayent un chemin dans les plaines du Botswana. Mais suite à une élévation du terrain, le flux se trouve maintenant bloqué dans une immense cuvette et ne parvient plus à rejoindre la mer. L'eau se répand partout, irriguant une vaste zone du désert du Kalahari avant de se tarir. Heureusement, cette crue annuelle ne forme pas un lac profond, mais une multitude de marécages entrecoupés d'îles apparus au fil des ans. En effet, hors période de crue, des termitières ont le temps d'être construites sur la terre ferme. Les oiseaux profitent de ce perchoir naturel et rejettent des graines dans leurs fientes. En poussant, les racines se faufilent dans les galeries souterraines jusqu'au sous-sol humide. Lors de la crue suivante, les alluvions s'agglutinent autour de ces monticules terreux et finissent par former des îlots sur lesquels poussent toujours plus de végétaux. Ainsi, depuis plusieurs siècles, c'est grâce aux termites que le sol s'est élevé de quelques mètres, scindant les bras du fleuve et forçant l'eau à se répandre plus largement dans cette oasis providentielle. Au petit matin, la température est à peine positive. Les animaux semblent figés dans une certaine torpeur. Si les babouins passent l'essentiel de leur journée à terre, ils grimpent aux arbres pour dormir à l'abri en position assise. Les palmiers présentent l'avantage d'être inaccessibles même aux léopards et de fournir un copieux petit déjeuner. Les girafes profitent de la fraîcheur matinale pour se nourrir, réservant les heures les plus chaudes pour la rumination. Leur longue langue préhensible leur permet de saisir les feuilles des acacias en évitant les épines. Si elles trouvent des végétaux bien juteux, les girafes peuvent se passer de boire pendant 3 ou 4 jours. Elles demeurent très prudentes avant d'entreprendre cette opération périlleuse. Un prédateur aux aguets aurait vite fait de leur sauter au cou. Les éléphants n'ont pas le même problème, puisque c'est l'eau qu'ils amènent à leur bouche et non l'inverse.
Non loin de là, une femelle lycaon garde son terrier. Elle attend le retour de chasse du reste de sa meute, qui devrait venir régurgiter un peu de viande pour ses petits, restés blottis sous terre. Ce n'est pas l'eau qui intéresse les lycaons dans le delta de l'Okavango, car ces animaux s'abreuvent principalement du sang de leur proie, mais plutôt l'abondance des herbivores. Mais certaines antilopes peuvent être de farouches combattantes, telles les hippotragues noirs et leurs cornes de plus d'1 mètre. C'est pourquoi les prédateurs ont généralement tendance à se focaliser sur les animaux juvéniles, moins puissants et plus insouciants. Les kobs à croissants vivent près des marécages, généralement regroupés en harem sous la garde d'un mâle dominant. L'endroit est appréciable, à condition de rester vigilant. Le crocodile du Nil n'est jamais bien loin. Le héron Goliath a d'ailleurs bien compris que l'on pouvait être prédateur et soi-même prédaté. Les nombreux limicoles qui se nourrissent sur les marais demeurent vigilants. La mort peut surgir de partout. Les hippopotames, eux, redoutent surtout les rayons du soleil. Pourtant, c'est sur la terre ferme qu'ils trouvent les 40 kilos de végétation dont ils se nourrissent chaque nuit. Il est étonnant de voir à quelle vitesse ils peuvent propulser leurs 2 tonnes. En Afrique, les hippopotames sont les mammifères sauvages qui occasionnent le plus de victimes humaines, souvent pour défendre leur accès à l'eau. Leur peau n'ayant pas la capacité à transpirer, ils ont besoin de se rafraîchir dans les eaux peu profondes, plus ou moins immergées. Ils passent la journée ainsi, serrés les uns contre les autres, entre câlins et bousculades, à surveiller leur territoire du coin de l'œil. Les mâles se soucient de défendre le harem qu'ils ont constitué. Ils se défient en ouvrant la gueule, jusqu'à un angle de 150 degrés, pour exposer leur impressionnante dentition. Les grognements de l'hippopotame n'impressionnent guère le troupeau de kobs de l'échoué qui paisse à proximité. Ces antilopes endémiques des zones humides du nord de l'Afrique australe vivent en petites communautés de plusieurs dizaines d'individus. Très sociales, elles s'isolent rarement du reste du groupe, à moins que l'appel de la sieste ne soit trop fort. C'est l'heure où la plupart des animaux cherchent l'ombre. Plus rien ne bouge dans la savane, écrasé de chaleur. En termes de repos, les lions sont des experts. Les lionceaux restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 ans environ, soit peu de temps après que celle-ci ait eu une nouvelle portée. La vie d'un lionceau est très menacée. Si jamais un nouveau mâle dominant prend la tête de la famille, il tentera de tuer les plus jeunes qui ne sont pas de sa lignée. Mais celui-ci a de la chance. Enfant unique, il ne doit partager sa tétée avec personne.
Grâce à un bain de boue qui les débarrasse des parasites tout en les protégeant des ardeurs du soleil, les phacochères sont maintenant les seuls à s'activer. Leur position agenouillée leur permet de ne pas trop pencher leur lourde tête lorsqu'ils fouillent le sol à la recherche de racines et de bulbes. Le bucorfe du sud se dirige vers un point d'eau. C'est là qu'il pourra dénicher des escargots, des grenouilles ou des petits reptiles. En effet, même durant les heures les plus chaudes, les plaines inondées attirent de nombreux oiseaux, principalement des échassiers tels que des cigognes à bec ouvert d'Afrique, des ibis sacrés, des aigrettes et des martins pêcheurs. Le marabout d'Afrique, tout charognard qu'il soit, vient voir s'il n'y aurait pas là de quoi compléter son régime alimentaire, même s'il n'est pas tout seul sur le coup. Tous les échassiers ne partagent pas les mêmes techniques de chasse. Ceux à bec pointu et effilé, tels que les aigrettes et les hérons cendrés, ont tendance à rester immobiles ou à avancer lentement pour surprendre et harponner leur proie. À l'inverse, les ibis, les spatules d'Afrique et les marabouts préfèrent ratisser large en sillonnant rapidement le plan d'eau. Paradoxalement, les seuls à ne pas participer à la partie de pêche sont les aigles pêcheurs. Malgré leur apparence massive, les éléphants se déplacent toujours en grand silence. Ils peuvent se passer de boire pendant 3 jours. Mais dans le delta de l'Okavango, les endroits pour se désaltérer foisonnent, et les pachydermes en profitent quotidiennement. Après s'être abondamment désaltérés, les éléphants ne rechignent pas à une douche, voire à une véritable baignade lorsque le marais est suffisamment profond. Si l'eau fraîche réveille leur ardeur au jeu, elle leur fournit également l'occasion de renforcer leurs liens sociaux et de réétudier leur position hiérarchique. Ainsi, même âgés de 30 ou 40 ans, les éléphants demeurent de grands enfants. Une fois la peau mouillée, rien ne vaut une douche de poussière pour se protéger des brûlures du soleil et des parasites. La trompe fait cette fois office de pelle. Malheureusement, la vie des éléphants n'est pas toujours aussi joyeuse. Lorsque les adultes ne parviennent pas à les défendre, les éléphanteaux tombent parfois sous les crocs des lionnes. Celles-ci restent à s'alimenter sur leur proie depuis 2 jours, pour en profiter jusqu'à ce que la viande ne soit plus comestible que pour les hyènes, vautours et autres charognards. Cependant, la tribu des éléphants ne s'est pas résolue à quitter les lieux, ce qui inquiète quelque peu les félins.
Le rapport de ces pachydermes à la mort suscite toujours des mystères, voire des mythes dans le cas des cimetières d'éléphants. Le fait est que ces animaux particulièrement intelligents et sensibles marquent du respect pour les dépouilles de leurs défunts. En rendant visite à l'éléphanteau, ce jeune mâle ne procède-t-il déjà pas à une sorte d'hommage ? Comment voir autre chose qu'un embryon de rite funéraire dans ce comportement mêlant compassion et révolte, tandis qu'il semble vouloir recouvrir de terre l'éléphanteau? Les éléphants sont réputés pour leur mémoire, mais c'est toute leur activité psychique et émotionnelle qui est l'une des plus riches et complexes du règne animal. Ce dernier regard, comme un dernier salut, en dit long sur le deuil qui accable l'éléphant. Peu de temps après, la troupe décide de quitter les lieux. Au coucher du soleil, alors que la température décroît, les limicoles entrent en scène. Le pluvier à triple collier arpente les bords des marais pour débusquer insectes et invertébrés. L'échasse blanche également fait preuve d'une détermination sans faille, tandis que le vanneau armé semble avant tout préoccupé par sa toilette. Un vieux mâle arrive avec sa discrétion habituelle. L'eau n'est pas suffisamment profonde pour boire, mais il lui suffit de creuser une cuvette afin d'immerger sa trompe. Les éléphants mâles vivent parfois de façon solitaire ou en petits groupes de célibataires, mais il leur importe de se positionner hiérarchiquement avec les autres mâles. Pour faire connaissance, la communication tactile est ce qu'il y a de mieux. Si le nouveau venu ne cherche pas à placer sa trompe dans la bouche de son congénère, c'est qu'il ne se reconnaît pas comme dominé. Ils doivent alors mesurer leur force et leur taille. Front contre front, c'est celui qui repoussera l'autre ou qui réussira à lever la tête le plus haut qui sera reconnu comme vainqueur. Il est remarquable de constater que ce combat se mène sans violence véritable. Les pachydermes ne cherchent pas à se faire mal et évitent donc, tant que possible, de se blesser avec leur défense. La joute est purement sportive. La confrontation se termine lorsque l'un des deux protagonistes reconnaît sa défaite et tourne les talons. Ainsi se règlent les conflits dans le delta de l'Okavango. La journée s'achève aussi sereinement qu'elle avait commencé. Plus à l'ouest, en s'éloignant de la zone d'influence des eaux de l'Okavango, le milieu humide fait place à une savane plus aride, typique du Kalahari.
Le plateau central de la Namibie, d'une altitude moyenne de 1000 mètres, présente un relief de collines. En été austral, à la saison des pluies, les précipitations remplissent le lit des quelques rivières du pays avant de s'évaporer dès le retour de la saison sèche. Heureusement, une partie de cette eau s'infiltre dans le sol et traverse la roche avant de rejaillir en source au fond des vallées. Cette eau suffit parfois à maintenir de petits oasis de vie. Les arbres protègent du vent et des rayons solaires les plantes les plus sensibles à la sécheresse. Le soir venu, les petits habitants de la vallée sortent de leur tanière, située sous les rochers. Il est surprenant de voir un animal aussi dégourdi dans un arbre, alors qu'il ne dispose ni de griffes, ni de queue préhensible. Mais le daman bénéficie d'une grande faculté d'adaptation. Et face à un climat plutôt aride, il a appris à chercher la nourriture partout où elle se trouve. Il peut remplir son estomac très rapidement, de façon à limiter le temps où il reste à découvert, car ses prédateurs sont nombreux, au sol comme dans les airs. Dans le palmier voisin, le cri du touraco concolore semble vouloir chasser l'intrus. Mais en réalité, cet oiseau ne s'intéresse qu'au nectar des fleurs et aux fruits. Dans ces contrées arides, certains points d'eau sont aménagés par les hommes afin d'aider la faune locale à survivre. Ce soutien est précieux, notamment pour le léopard qui aime tant venir se désaltérer au coucher du soleil. C'est pour ce félin solitaire l'occasion de reprendre des forces avant de partir, peut-être, pour une nouvelle nuit de chasse. Car, encore plus à l'ouest, la sécheresse du Pan des Tosha est implacable. Dans cet enfer de chaleur et de poussière, zèbres et antilopes traînent péniblement leurs sabots vers les rives d'un lac asséché. Le vent emporte leurs traces, mais tous semblent se diriger vers un point précis. De génération en génération, ils suivent le même itinéraire, vers un mystérieux Eldorado, une source providentielle. Ici, l'eau qui déborde des profondeurs de la terre a le pouvoir de rassembler les animaux. C'est le seul point d'eau à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Les herbivores y trouvent de quoi boire et les prédateurs, forcément, de quoi manger. En cette saison, les zèbres des plaines se nourrissent d'herbes sèches, voire de racines. Il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Aussi pratiquent-ils le nomadisme, espérant toujours que l'herbe sera plus verte ailleurs. Si l'autour chanteur passe de longues heures la tête dressée à guetter sa proie, l'autruche, elle, reste le bec au ras du sol. Cette femelle, reconnaissable à son plumage tirant sur le brun, picore essentiellement des végétaux, mais ne dédaigne pas à avaler quelques insectes si l'occasion se présente. Très régulièrement, la prudence la pousse à relever les yeux jusqu'à 2 mètres de hauteur. Capable de courir plusieurs minutes à plus de 50 km/h, elle sait qu'elle peut échapper à de nombreux félins. Encore faut-il détecter leur camouflage à temps. Les autruches peuvent se passer de boire pendant plusieurs jours, allant parfois jusqu'à perdre 20% de leur poids du fait de la déshydratation. Ces grandes marcheuses peuvent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour rejoindre un point d'eau dont elles connaissent l'existence. Pas peu fier de son plumage d'un noir impeccable et de ses jambes roses, le mâle montre l'exemple bientôt imité par sa cour.
L'opération est de courte durée, car ces dames s'empressent de regagner la berge. Peu à l'aise, elles surveillent la rive d'en face. En effet, vient d'arriver le genre d'individu qui ne passe jamais inaperçu dans la savane. Le rhinocéros noir, qui est le deuxième plus gros animal terrestre après l'éléphant, est plutôt actif le soir et la nuit, mais parfois la soif n'attend pas. L'animal n'étant pas réputé pour son bon caractère, les antilopes, telles ce bubal, se tiennent à l'écart. Le rhinocéros est myope, mais très sensible aux odeurs. Celui-ci a repéré quelque chose qui l'intrigue. La présence d'un deuxième congénère est quelque peu agaçante pour cet animal solitaire. Aussi faut-il lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. L'intrus ne cherche pas la bagarre, mais a l'insolence de continuer à boire. Les rhinocéros combattent rarement sans raison valable. Le plus souvent, ils se contentent d'une charge d'intimidation. L'intrus comprend vite que son adversaire n'est pas très partageur et fait signe de soumission. L'honneur est sauf. Le problème est donc réglé. L'oryx gazelle, au contraire, est un animal plus sociable. Si l'une de ses femelles s'éloigne du troupeau, le mâle a vite fait de la renvoyer paître avec les autres. Lorsque la chaleur de l'après-midi se fait trop intense, les animaux se réfugient à l'ombre, comme ce calao. Son magnifique bec jaune peut atteindre 20% de sa taille globale. Sans doute repu, un guépard se repose. S'il est rapide à la course, ce félin n'est pas très puissant au combat. C'est pourquoi lorsqu'il a tué une proie, il la dissimule sous un buisson, puis se dépêche de manger ce qu'il peut avant l'arrivée d'autres prédateurs. Généralement, il ne prend pas le risque d'affronter des charognards. Une blessure l'handicaperait beaucoup trop à la course. S'il a bien mangé, le guépard peut rester quelques jours sans chasser. Il a donc tout le temps pour faire un brin de toilette. Le guépard est une espèce classée vulnérable, d'autant que la grande uniformité de son patrimoine génétique rend sa reproduction de plus en plus difficile. Heureusement, cela ne l'empêche pas de dormir sur ses deux oreilles. Ce n'est sûrement pas l'outarde Cory à la recherche d'insectes et de petits reptiles qui va prendre le risque de le déranger. Cet oiseau est le plus gros d'Afrique à pouvoir voler, mais ce n'est pas une raison pour prendre des risques inutiles. Les impalas sont une des proies favorites du guépard qui peut les rattraper à la course. Ces antilopes très sociales vivent en groupe d'une cinquantaine d'individus, principalement des femelles et leurs jeunes, autour desquels tournent régulièrement quelques mâles. Le marquage du lien social passe par des câlineries qui peuvent parfois se transformer en joutes chez les mâles, sous le regard bienveillant des femelles. Un léopard observe la scène de loin. Peut-être est-il en train de choisir sa proie. Tout comme ce circaète brun, grand amateur de reptiles, mais qui pour autant ne demeure pas indifférent aux allées et venues de ces écureuils fouisseurs.
Les deux rongeurs vivent sous la menace de tant de prédateurs qu'ils restent toujours à proximité d'une entrée de leur terrier. Ils savent qu'en cas d'inattention, le chacal à chabrac n'en ferait qu'une bouchée. Les girafes ont tout loisir d'admirer le coucher du soleil grâce à leur tête positionnée à 5 mètres de hauteur. Leur long cou ne contient pas plus de vertèbres que la plupart des mammifères. Celles-ci sont simplement plus longues. Une fois désaltérées, les girafes vont chercher un endroit moins visible pour se coucher et ruminer une partie de la nuit. Elles en profiteront pour dormir en cumulant des phases de 5 minutes de sommeil. Lorsqu'elle ne chasse pas, la hyène tachetée a pour habitude de se signaler par d'importantes vocalisations. Elle reste ainsi en contact avec son groupe. Une hyène seule n'est jamais très courageuse. Comme tout le monde, elle évite de rester sur le trajet d'un rhinocéros. Elle est talonnée par un chacal qui espère sans doute être conduit à une charogne. Le rhinocéros noir se distingue de son cousin blanc, non pas par sa couleur, mais par la forme pointue de sa lèvre supérieure qui lui permet de se nourrir de branches. Il est qualifié de noir par opposition au rhinocéros blanc. Ce dernier dispose, lui, d'une lèvre très large, d'où son nom de blanc qui vient de l'anglais white, suite à la confusion avec le terme wide en afrikaans, qui signifie large. En entendant le rugissement lointain d'un lion, la hyène préfère se retirer. Le rhinocéros adulte n'a rien à craindre du fauve. Mais une mère avec son petit aura tendance à se méfier. D'autant que celui-ci semble plus joueur que prudent. Victime d'une chasse absurde pour les pouvoirs imaginaires de sa corne, le rhinocéros noir a vu sa population passer de 70 000 à 4 000 individus en seulement 40 ans. Il est donc aujourd'hui en danger critique d'extinction. Excellent grimpeur, le léopard a coutume de se reposer dans les arbres en toute discrétion. Lorsqu'il capture une proie de taille suffisante pour le nourrir plusieurs jours, il est capable de la hisser sur une branche pour la préserver des lions ou des charognards. Le léopard bénéficie d'une grande capacité d'adaptation, ce qui lui permet d'occuper différents milieux. Il subsiste ainsi dans une grande partie de l'Afrique, du Sahel jusqu'à la province du Cap, en passant par les forêts équatoriales. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un petit, qu'elle élève pendant près de 2 ans, la femelle léopard vit seule. Elle prend soin de marquer son territoire, ce qui est autant une façon de le protéger que d'informer un mâle de l'état de son cycle hormonal. Deux fois plus massives que les léopards, les lionnes ont également des portées plus nombreuses. Parfois, c'est même un jeune de l'année précédente qui surveille la nouvelle génération pendant que leur mère est partie chasser. Ce jeune lion semble accorder autant d'attention aux petits que le ferait leur mère. Par contre, il ne peut pas les nourrir. Mais heureusement, chaque femelle du clan peut participer au nourrissage et à l'entretien des lionceaux. Cette solidarité est très rare chez les félins. Mais les lions ont le sens du partage tout en respectant une certaine hiérarchie sociale. Lorsqu'une proie est tuée, le mâle dominant, s'il y en a un, mange en premier, suivi des lionnes qui ont mené la chasse et enfin des lionceaux. Mais ce matin, cette tribu pense plus à dormir au soleil qu'à chasser. La nature étant bien faite, le sommeil des uns fait la tranquillité des autres. C'est justement l'heure où le grand koudou entame son petit déjeuner. Cette magnifique antilope serait une proie facile pour les lionnes,
malgré ses cornes torsadées qui peuvent atteindre 1,50 m. Comme elle ne court pas très vite, elle inspecte prudemment les alentours avant de brouter. Les Springboks peuvent se laisser accaparer par leur repas, car il y aura toujours un individu de la horde pour donner l'alerte le cas échéant. Très bien adaptée à la chaleur et à la sécheresse, cette gazelle déniche les végétaux les plus hydratants. Mais en plein cœur de la saison sèche, rien ne vaut un point d'eau. Lorsqu'il ne pleut pas durant plusieurs mois d'affilée, les sources résurgentes sont indispensables à la survie des animaux. Ce point d'eau est particulièrement prisé ce matin. Un groupe de jeunes koudous vient se désaltérer avant que l'affluence ne soit trop importante. Il est rejoint par un mâle plus âgé, suivi de ses 3 femelles. C'est l'un des grands pouvoirs de l'eau. Sa présence a un impact social sur la vie des animaux en favorisant les rencontres au sein d'une même espèce. Gnous, grands koudous, springboks et impala partagent le site en faisant preuve d'une indifférence polie aux autres antilopes. Chacun s'abreuve à sa convenance, puis laisse la place aux autres. Néanmoins, lorsque 2 troupeaux de zèbres affluent de part et d'autre, cela commence à se bousculer un peu autour du point d'eau, mais toujours sans animosité. Et lorsqu'il n'y a plus de place, on attend sagement son tour à proximité. Bref, l'harmonie et le respect demeurent. Du moins, jusqu'à l'arrivée des éléphants. Lorsqu'ils déboulent en masse et au pas de charge, les pachydermes sont sûrs de leur effet. Tout le monde comprend vite que les éléphants ne sont pas du genre à patienter avant de se désaltérer. Le bar est momentanément privatisé. Il y a de quoi exciter les plus jeunes. Un deuxième troupeau, mené par une matriarche autoritaire, fait dégager le premier. On se bouscule un peu, sans trop d'agressivité, en essayant de ne pas piétiner les petits. À chacun de gérer sa frustration. Pour des animaux ayant de si grands besoins en eau, plus de 100 litres par jour, il est indispensable de revendiquer ces quelques mètres cubes du précieux liquide. Et dire qu'en ce moment même, à quelques centaines de kilomètres de là, d'autres éléphants se baignent joyeusement dans l'Okavango. Seul un couple d'intrépides phacochères essaye de se faufiler discrètement entre les pattes des mastodontes. Peine perdue. Pour eux, comme pour les autres antilopes qui patientent près de la source, il faudra se contenter d'un bain de poussière. Toujours plus à l'ouest, l'eau se fait encore plus rare. Les fleuves restent asséchés quasiment tout le temps. Seuls les animaux qui savent trouver de l'eau peuvent encore survivre ici, tels les éléphants du désert. Ils ont appris à détecter les nappes phréatiques sous le sable du lit des rivières. Ces petites flaques profitent aussi à d'autres animaux tels que les babouins ou les rares springboks et oryx capables de supporter une telle pénurie. Puis vient le désert de Namib. C'est le plus vieux désert du monde. 60 millions d'années ininterrompues d'aridité.
Peu à peu, au fur et à mesure que l'on s'approche de la côte atlantique, la rocaille fait place au sable. La végétation tente un ultime sursaut de vie, puis capitule et s'efface. C'est le royaume du sable rouge, tout en courbe, des dunes mouvantes au gré du vent. Avant l'océan, c'est déjà l'océan. Sable, poussière et vent façonnent un paysage digne d'une autre planète. Vestiges d'une autre époque, quelques troncs desséchés par le soleil témoignent de la présence d'eau. Il y a 600 ans, une rivière s'est momentanément déversée ici, avant que l'avancée des dunes n'embouche l'arrivée, formant alors un marais éphémère. Depuis, la vie s'est presque envolée. Mais la météo dans le désert est pleine de surprises. Le matin, un air humide et froid venu de l'océan rencontre le sable chaud du désert. Cette brume autorise quelques plantes à pousser, ce qui est suffisant pour nourrir les oryx qui survivent ici. Certains insectes savent récolter et boire cette humidité de l'air. Ils constituent un repas réhydratant pour les petits reptiles, tels que ce gecko endémique et autres caméléons. Ainsi, il suffit de quelques gouttelettes d'eau, aussi infimes soient-elles, pour que la vie apparaisse et crée tout un écosystème. Sur ces terres reculées de l'Afrique australe, là où le climat semble si hostile, la faune fait preuve d'imagination et d'une belle détermination à vivre. Des terres inondées de l'Okavango jusqu'aux sables arides du désert, le courage des animaux nous incite à préserver l'équilibre fragile qui supporte la prodigieuse richesse de la vie sauvage.